Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, ce sera notre dernière émission de la saison. On a roulé pas mal récemment avec des émissions spéciales sur un certain nombre de sujets liés à la Rive-Sud. On a parlé des infrastructures, on a parlé de culture, on a parlé de la crise du logement. D'ailleurs, on va y revenir à la crise du logement parce que le 1er juillet s'en vient vite. Puis Laurence Turcotte-Fraser qui est avec nous en studio, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu vas nous jaser de ça tantôt, hein, cette crise. D'ailleurs, on se rappelle, l'année dernière, je pense, Ma cité évincée, n'est-ce pas? Qui a été diffusé à Télé-Québec. En ce moment, il est à Télé-Québec dans la Encore? version courte. Oui, OK. pour toujours. OK. Pour toujours? Non, mais jusqu'à temps que Télé-Québec va être tanné de la crise de logement, mais apparemment, ça revient à toutes les années. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va être inscrit pour une vingtaine d'années parce qu'il y avait évidemment la crise du logement, mais il y avait le phénomène de l'itinérance aussi qui était abordé. Donc, Laurence va être avec nous dans la deuxième partie de l'émission, mais tu peux intervenir en amont, il n'y a pas de souci. Michel Labrec aussi qui est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour, Jacques. Ça fait longtemps? Oui, ben c'est parce que tu m'as négligé. Mais... Non, mais c'est ça. On est passé par d'autres sujets. Non, mais pour des bonnes raisons, d'excellentes raisons, un peu plus locales, c'est bien. Parce que... La dernière fois, je pense que c'était en avril. Peut-être mars-avril. Alors, on va parler un peu, malheureusement, encore pas mal de l'effet Trump sur nos vies, sur la vie des Américains, sur... voilà. Absolument. On va décliner ça de différentes façons et je vais te laisser guider, puis moi, j'ai des idées, puis... Ah oui, on va s'amuser. On va s'amuser. peut intervenir comme un peu. Oui, absolument. Et dans la dernière partie de l'émission, il y a Sylvain Ménard, qui est un habitué aussi à notre émission, qui va nous terminer ça sur quelque chose d'un peu plus léger et culturel. Publication récente d'un bouquin, Plume, Pierrot et moi, la véritable histoire de la Sainte Trinité, le Pierre Doc Landry. Premier disque de Plume La Traverse, fin des années 60, début des années 70. Je disais à la blague tantôt à Jean-Yves Lemay, notre metteur en ondes, que je pense qu'il n'y a pas une chanson sur le disque qu'on pourrait faire jouer ce midi. Tellement, c'était quand même assez raide. Merci. Hein? Autre temps, autre mœurs. On est bien ouvert à vos commentaires. Oh, celle-là. Payez le cognac. Exact, Michel. Je sais pas si c'était sur ce disque. Non, c'est l'album suivant. C'est le premier disque de Plume, La Sainte Trinité avec Chez Dieu et tout. Donc, on va parler de ça avec notre ami Sylvain Ménard, parce qu'il n'y a pas des tonnes de trucs d'écrits sur l'histoire musicale de Plume La Traverse. Donc, on va en parler dans la dernière partie de l'émission. C'est quelqu'un d'extrêmement singulier, un peu comme Victor Lévy-Beaulieu qui nous a quittés. C'est quelqu'un qui incarne vraiment... je sais pas, une particularité culturelle québécoise qui n'a jamais été vraiment reproduite quelque part. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je voulais parler de VLB. Hein? Quand même. Quelques mots. Après ça, je veux jaser aussi des annonces de Mark Carney, là, mais VLB, moi, je l'ai pas tant lu, mais je l'ai écouté avec ma mère. Race de monde, Bouscotte, Montréal PQ... toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune. Pas. Même Boogie Woogie 47 avec Marc Labrèche, qui était tout jeune, ça a été un de ses premiers rôles dans un téléroman. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé avec VLB, c'est que, puis il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, là, c'est qu'il parle du monde, je mets des guillemets, on a des caméras ordinaires, n'est-ce pas? Alors, il fait pas de l'écriture ou de la télé pour nous épater, pour nous impressionner. Il parle de la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et comme lui, il a un biais littéraire très fort, bien, dans ses personnages du quotidien, que ce soit un plombier, une infirmière, il y avait toujours dans ses téléromans un écrivain, un auteur qui contribuait quelque part à nourrir la société québécoise de l'époque. Et honnêtement, moi, des gars comme Jean-Marc Pillotte qui m'ont enseigné les sciences politiques, Foglia qu'on a souvent lu dans la presse, Jean-François Nadeau qui est souvent à ce micro, qui était justement de Radio-Canada cette semaine, un des plus grands, sinon le plus grand auteur au Québec, VLB quand même. Hein? C'est, en tout cas, c'est ça, c'est une voix très particulière. L'as-tu lu, toi? Pas tant, je dois dire, mais j'ai écouté beaucoup les téléromans. Oui. Et je me souviens que mon père, qui est vraiment quelqu'un de... Mon père, bon, je l'adorais, il est décédé il y a longtemps maintenant, mais c'est quelqu'un de je sais pas, qui vient d'un milieu populaire, mais qui a fait un peu sa vie. Mais je veux dire, c'était la classe moyenne, le représentant médical. Mais mon père, pour une raison ou pour une autre,
adorait les téléromans de Victor Lévy-Beaulieu. Il y avait quelque chose de... Puis mon père n'est pas quelqu'un qui aime très perturber, Parce qu'il parlait de lui. Qui était un peu religieux, qui aimait pas sacré, mais il écoutait avec une espèce de délice ces téléromans-là, puis ces personnages si particuliers. Oui, tout à fait. Et la capacité de faire de la grande littérature tout en étant très collé sur avec le langage populaire. Le fameux hostie toasté des deux bords. Oui, il y avait toi, tu connais pas ça. Laurence, ça nous écoute. Qui était un juron, qui était... Je me souviens plus dans quel téléroman, d'ailleurs, mais c'était Yves Desgagnés, le comédien. Exact. Ouais, le Gun Bitch aussi. Qui faisait Junior, je pense. Oui. Le gars de l'impro, là, comment il s'appelait, le Robert qui est décédé, Robert Gravel, avec le fameux Gun Bitch. Donc, VLB, M. Legault, qu'est-ce que vous attendez pour appeler à des funérailles nationales? Ça, moi, j'en reviens pas. Le gouvernement de la CAQ est complètement silencieux. Peut-être que ça résonne plus la culture d'Elvis Gratton que de VLB auprès du gouvernement de la CAQ. Je le sais pas, mais c'est quand même assez incroyable qu'on n'ait pas encore entendu le gouvernement du Québec nous dire quoi que ce soit là-dessus. 2 minutes, on va parler tantôt de Donald Trump, évidemment, avec Michel Labrec. Moi, je veux revenir quand même sur les annonces récentes du premier ministre du Canada, M. Carney. Je trouve ça quand même incroyable qu'au lendemain de l'élection, alors qu'on a envoyé probablement un signal très clair d'affirmation, de souveraineté nationale, puis on a envoyé un signal aussi, surtout au Québec, qu'on ne voulait pas de Pierre Poilievre comme premier ministre du Canada, qu'on voit M. Carney reprendre toute fin pratique le narratif de Donald Trump. La lutte au fentanyl, renforcer les frontières, s'attaquer à la question de l'immigration, parce qu'il a l'air de considérer, un peu comme Trump, que l'immigration, c'est une problématique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat à faire sur la question migratoire, mais ça semble être une préoccupation majeure du côté de M. Carney. Et là, pipeline, gaz, cette fameuse rencontre là, à Saskatoon avec les premiers ministres du Québec, où on a annoncé finalement que tout le débat sur l'environnement, l'écologie, ça semblait pas tant important et que la première ministre de l'Alberta, Mme Smith, l'avait un peu emporté quelque part en convainquant le gouvernement fédéral qu'il fallait relancer les pipelines. Et là, la cerise sur le Sunday cette semaine, les F-35 qui vont coûter non seulement plus cher, mais 9 milliards récurrents dans des investissements militaires pour défendre le Grand Nord. Alors là, je me suis fait dire toute la semaine, oui, mais Jacques, le Grand Nord, il faut le protéger, c'est la menace chinoise, c'est la menace russe, mais M. Carney a parlé des nouveaux impérialistes, incluant les États-Unis. Alors moi, j'ai hâte qu'on m'explique en quoi les investissements militaires actuels vont permettre justement au Canada d'affronter que ce soit les Américains, les Russes ou les Chinois sur le plan militaire. Donc, je le mentionne parce que je considère dans un contexte où on parle de la crise du logement, où il manque près de 3 millions de logements abordables, de logements sociaux au Canada, alors qu'on devrait en construire, être là-dessus en priorité, que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont tombe en lambeaux, que les écoles, que les routes, qu'on manque de pistes cyclables, qu'il y a grève dans le transport en commun parce qu'on veut justement favoriser la sous-traitance pour baisser les coûts de production. Il y a des problèmes, à mon avis, de priorité. On est en train de jouer dans un narratif qui, malheureusement, nous ramène, je ne sais pas, 20 ans en arrière. Donc, après la pause, Michel Labrec va nous parler justement de ce qui se passe du côté des États-Unis. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Alors, en studio avec nous, Laurence Turcotte-Fraser, qui va intervenir dans la deuxième partie de l'émission, mais aussi notre ami Michel Labrec, qui va nous jaser de... Donald Trump. Un peu, pas mal, beaucoup. Puis je sais plus tout à fait par quel bout le prendre, parce que la dernière fois, tu nous fais de choses à dire. Tu parlais du Brésil la dernière fois, tu avais fait des parallèles. Ouais. Tout à fait. Mais je vais commencer par une chose qui me heurte et me fait mal, pour tout dire. J'ai regardé, avant de venir, les derniers sondages sur l'approbation de Donald Trump. Et malgré toutes les absurdités qu'on a pu voir, que ce soit sur le plan économique, social, de l'immigration, des tarifs, de tout ça, son taux d'approbation reste autour de 47 % en moyenne. Quand même, hein? C'est considérable. Et même si ça peut vouloir dire qu'une légère majorité le désapprouve, ça reste que... Moi, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays-là. J'en ai déjà parlé à cette antenne, un texte que j'ai écrit pour Le Devoir, où je racontais ma relation parfois difficile avec les États-Unis. Moi qui vais célébrer mon anniversaire le 4 juillet prochain, donc je suis un peu teinté des États-Unis.
Et voilà. Donc, Trump fait ce qu'il fait. Il fait beaucoup de choses. Mais il n'avait pas chuté rapidement. Oui, mais là, la chute semble avoir atteint. Et son élément qui fonctionne le mieux, sa politique qui fonctionne le mieux, c'est l'immigration. Absolument. Parce que là, ça nous amène évidemment à ce qui se passe en ce moment dans les rues de Los Angeles, dans quelques rues de Los Angeles, parce que là, à entendre le narratif fait par les républicains, les médias de droite, ce serait Los Angeles, 18 millions d'habitants qui seraient à feu et à sang. Tout ça, c'est dans un petit quartier de rien. En plus, la mairesse a décidé elle-même d'imposer un couvre-feu. Donc, mais cette politique, elle est soutenue. Peut-être pas d'envoyer la garde nationale contre la vie du mais gouvernement. sur l'expulsion des immigrants. Mais sur l'expulsion des immigrants, ça tient le coup. Quoique, ils disent que ça devrait commencer par les criminels. Or, c'est pas ça en ce moment que le ICE, la fameuse police anti-immigrants, semble faire. Mais voilà, on verra ce qui se passera. Là, on a vu Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, attaquer Trump, le menacer de poursuite et tout ça. Mais qui gagnera le narratif? Je ne suis pas certain. Et là, on entend dire que dans d'autres villes, il va y avoir des manifestations. Peut-être en même temps que le défilé militaire pour l'anniversaire de Trump ou avant ou tout ça. Et on verra. On verra. Moi, sais-tu qu'est-ce qui m'a frappé? J'ai peur, juste pour finir ça, oui. J'ai peur que... En tout cas, il ne faudrait pas que les manifestations soient trop violentes parce que... Moi, j'ai peur que le narratif de Trump l'emporte sur l'autre narratif. J'espère que je me trompe. Ouais. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à Los Angeles, pendant qu'il y avait des interventions dans quelques rues ciblées, sur quelques centaines de manifestants, on ne parlait pas de dizaines de milliers, il y avait la Gay Pride à 3 coins de rue qui se déroulait sous un soleil splendide avec des dizaines de milliers de personnes, comme si rien n'était. Donc, c'est comme la cohabitation de deux sociétés. On n'en a presque pas entendu parler, même dans des médias progressistes. Moi, j'ai pas lu ça dans le New York Times, qu'il y avait la Gay Pride. Peut-être que j'ai raté la nouvelle. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est cette espèce de dichotomie-là, justement, dans la société américaine, où il y a des gens qui disent, sur la question migratoire, qu'on fasse le ménage. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Oui, mais bien sûr, mais il y avait aussi cette histoire du New York Times, je crois que c'était hier ou avant-hier, dans un petit bled du Missouri qui a voté à 80% pour Donald Trump, qui se dit d'accord avec ses politiques de déportation des immigrants, sauf qu'il y a une dame d'origine chinoise qui travaillait comme dans 2 restaurants et comme coiffeuse que tout le monde adorait, là, qui vient d'être déportée. Et là, ça crie au meurtre. Ah, ben c'est sûr. Mais quand c'est leurs amis, là, c'est correct. Leurs voisins, c'est correct. Mais voilà. Mais aussi, ce qui est dangereux dans la façon dont Trump et son administration procèdent par rapport à ces lois migratoires, c'est qu'ils ne laissent pas les gens avoir, ils appellent ça en anglais, du due process. Bien sûr. C'est ça qui est... En fait, si on laisse une portion de la population, ou même que ce soit des immigrants légaux ou illégaux, ne pas suivre un processus légal normal, ça veut dire qu'on peut le faire pour d'autres types de personnes. Puis ça, c'est une pente glissante. Tout à fait. Dans laquelle on veut pas aller comme société. Puis l'autre réalité, c'est aussi que l'immigration légale, elle existe, mais elle est très, très, très parcimonieuse et contraignante. Parce que c'est toujours ça la réponse des républicains, c'est de dire immigrer légalement, vous allez être bienvenus, mais à part des programmes spécifiques comme de travailleurs dans certains secteurs, la carte verte, ça existe encore, oui, ça? Okay. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça d'obtention de carte verte, sauf dans des secteurs très ciblés. Et donc, c'est ça. En fait, l'immigration légale, c'est un peu un leurre. En même temps, je comprends, j'ai lu un chiffre. Il y a 150 millions de gens qui souhaitent immigrer aux États-Unis dans le monde. C'est sûr qu'il faut que ce soit contrôlé. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas passer de 330 millions à 500 millions en 6 mois. Ça n'a pas de bon sens. Non, tout à fait. Non, puis quand on parle d'expulser 11 millions de migrants illégaux, il faut comprendre qu'il y en a au moins 90 % qui sont déjà intégrés à l'activité économique américaine, là, qui travaillent dans le salon de coiffure ou dans le Tim Hortons. Ouais. Alors, avant que le temps ne s'écoule, moi, je veux aussi beaucoup parler du climat, parce que je pense que ça, je pense qu'on est beaucoup à s'entendre là-dessus. C'est un objectif avec lequel tout le monde, tous les partis politiques, toutes les formations devraient être d'accord, la lutte au changement climatique. Mais le dommage que fait cette administration, elle est
hallucinante et elle ne se limite pas aux États-Unis. D'un côté, la recherche scientifique qui est sabrée de toutes parts. De l'autre côté, j'ai lu récemment que non seulement Donald Trump encourage les industries fossiles, on peut le concevoir, mais moi, je ne serais pas d'accord, mais on peut le concevoir. Mais en plus, il pénalise les industries renouvelables. C'est-à-dire que dans des États comme le Texas, l'Oklahoma, qui sont des États largement républicains d'ailleurs, où il y a beaucoup d'énergie éolienne, d'énergie solaire, là, l'administration fédérale veut augmenter, veut taxer ces affaires-là pour que ça coûte plus cher que le pétrole. Il y a quelque chose de complètement ahurissant là-dedans. Ça dépasse l'entendement. Et là, il parle aussi de creuser dans les océans. Vous savez, on en entend parler, il y a un sommet en ce moment à Nice, en France, sur la santé environnementale des océans, l'avenir des océans, tout ça. Trump a déjà dit, nous, on veut aller fouiller dans les profondeurs des océans pour trouver des métaux rares. Voilà. Ah oui, c'est de puiser la terre, de l'épuiser. Ça me dépasse complètement, ce nihilisme climatique-là. Mais les gens ont voté pour ça, là. Ils étaient d'accord avec ça. Oui, j'ai pas vu les sondages précis là-dessus, mais de toute évidence... C'était clairement dit, en tout cas. Oui. Puis, évidemment, les guerres, hein? L'Ukraine, devait être réglée en 24 heures, ben là... Non, il a dit que finalement, c'est trop compliqué, il va les laisser s'arranger. Oui. Puis Poutine, évidemment, le tsar russe actuel, est en train de faire de son pays une économie de guerre. Alors, je ne pense pas que Poutine a l'intention d'arrêter l'invasion de l'Ukraine ou de remplacer l'invasion de l'Ukraine par autre chose. Voilà. On a déjà parlé de la Moldavie. Oui, la Moldavie, bien sûr, qui est un pays que je connais bien, mais les républiques baltes, la Géorgie, tout ça, c'est possible. Alors, c'est un peu Décourageant? Décourageant, oui. Moi, je trouve ça un peu décourageant. Mais moi, je parlais J'ai besoin, je pense, d'un bain d'arrêt d'informations sur les États-Unis. Oui. Puis, pour finir, juste sur le Canada, je partage un peu tes préoccupations, Jacques. Moi, par contre, je pense qu'on est dans un état un peu d'exception qui justifie peut-être certains aspects, mais je veux pas trop... Les pipelines? Pendant que l'Alberta brûle? Les pipelines, je sais pas. Brûle, puis les pipelines, mais l'augmentation de la défense, je pense que parce que c'est tous les pays de l'OTAN qui sont là-dedans en ce moment. C'est pas seulement les États-Unis, c'est pas seulement contre la Russie. Là, on va se rendre à 2. La Pologne, même des petites républiques comme l'Estonie sont rendues à, je ne sais plus combien, 5-6 %. Je pense qu'il faut contribuer à quelque part à ça, mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on contribue à ça, il faut arrêter les investissements en logement et les augmenter? Évidemment pas. Et moi, je persiste à croire, là, tu me diras que je me berce d'illusions, que Mark Carney a quand même été très impliqué à une certaine époque dans le dossier climatique. Donc, je pense que là, c'est peut-être un truc stratégique, un repli stratégique pour faire plaisir à Trump. Et à l'OTAN, à beaucoup de partenaires de l'OTAN. Mais après, j'espère bien qu'on va voir une autre image de Quand Pierre Poilievre, en tout cas, n'a pas grand-chose à dire, sinon que d'appuyer... C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Sinon que d'appuyer Carney en disant qu'il est d'accord avec les réinvestissements militaires et la relance du pétrole. Mais ça, ce sera mon dernier mot. Quand même, grâce à Donald, on a échappé Pierre Poilievre. Et là, j'en parle plus comme ex-journaliste de Radio-Canada. On l'a échappé belle? Oui, on l'a échappé très, très belle. Et de gens, connaissant beaucoup d'artistes, du genre dans le milieu des arts, le financement du Conseil des arts, le financement des institutions publiques, on est sauvé pour au moins 2 ou 3 ans. J'entendais des rumeurs que peut-être même le financement de Radio-Canada serait légèrement augmenté. Oui, ce qui n'est pas plus mal pour moi. Non. Pas plus mal. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et de rappeler que c'est quand même le Québec qui a permis à Mark Carney d'être élu comme il a été élu. Absolument. Parce que L'Ontario était très surprenamment conservateur. Était fort. Partout. Très, très, très surprenamment.
Merci, Michel Labrec. Tu restes avec nous. Oui, oui, oui. Après la pause, Laurence Turcotte-Fraser va nous parler de la crise du logement. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux. Michel Labrec est toujours avec nous en studio pour le reste de l'émission. Il y a Sylvain Ménard qui est en train de s'installer, qui va nous parler de Pierre Doc-Landry, Plume Pierrot et moi dans la dernière partie de l'émission. Mais là, comme je l'ai annoncé en introduction et juste avant la pause, Laurence Turcotte-Fraser qui est avec nous. Oui, c'est moi. Contente de faire mon petit retour à ton émission. Ben oui, t'es quasiment... ça, mine de rien, là, doit être la 4-5. Oui, je commence à être une habituée. Oui, tout à fait. Entourée de grands journalistes comme ça, là, je me sens... Mais qui fait... Ben là, tu parles d'eux. Moi, syndicaliste, 2 journalistes. Qui fait très heureusement descendre la moyenne d'âge aussi. Oui. Très, très bien. Oui, la tendance de genre, n'est-ce pas, et la moyenne d'âge. Alors, on t'écoute, Laurence. Oui, bien, en fait, je voulais juste, avant de tomber dans mon sujet, revenir un peu sur Donald Trump, parce que je trouve... Moi, j'ai compris quand vous dites que ça passe du coq à l'âne de cette administration-là, parce que j'ai dû partir à l'extérieur de Montréal pendant 7 jours au printemps. Puis, quand j'ai rouvert mon téléphone cellulaire, il y avait eu des tarifs. Il n'y avait pas eu des tarifs. Il y avait eu des tarifs. Puis après ça, il y avait une guerre avec la Chine qui s'était rendue à 145 % de tarifs. Puis là, j'ai fait comme, oh boy, je peux plus manquer une journée sans au moins lire 15 minutes à quelque chose, mais parce que ça va vite. Ça va vite, c'est étourdissant. Ça continue, hein? C'est toujours... Là, il y a des tarifs de 50 %. Il va peut-être sur l'aluminium, il va peut-être les enlever. Puis là, je ne sais plus c'est quand l'échéance. Là, il y avait un 3 mois. Là, où oui, tout à fait. Un 3 mois, mais là, ça a été, la Cour a dit, elle avait essayé de contrer, mais là, peut-être que ça ne marchera pas. Là, il y a à LA, je veux dire, c'est un tapis roulant, tout ça. C'est la théorie du flooding, hein, de l'inondation de mesures. Steve Bannon disait ça. Vous inondez les médias de merde, littéralement, puis vous en mettez tellement qu'à un moment donné, les gens en perdent leur latin. Exact. Puis grâce à ça, en fait, ça fait aussi qu'on oublie un peu nos politiques nationales, dont celle du logement, qui est une de mes spécialités. Parce que, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, j'ai fait un long métrage sur la crise du logement il y a quelques années. Et on dirait que certaines histoires reviennent encore au même. Un peu comme en été, c'est le temps de faire son jardin, mais il n'y a pas juste des fleurs qui poussent à ce temps-ci de l'année, il y a aussi des tentes qui commencent à apparaître partout dans les parcs à Montréal et à Longueuil et en région maintenant, qui était un sujet que j'ai beaucoup abordé dans mon film. J'avais visité des campements et souvent, ça crée beaucoup de frustration auprès de la population parce que c'est comme une défaite, une tente dans une ville. Dans un parc, oui. Dans un parc, parce que les gens n'ont nulle part où aller. T'sais. Et avant, on disait souvent, les personnes en situation d'itinérance, c'est des personnes qui ont des problèmes de drogue ou des personnes qui ont des problèmes mentaux. Mais maintenant, on voit un changement assez c'est différent. La situation est différente. Puis là, on se demande qu'est-ce que le gouvernement fait. Quand le campement Notre-Dame devrait être démantelé aujourd'hui, il était supposé être démantelé mercredi et a été arrêté en cours parce que les organismes ont dit vous pouvez pas, il n'y a nulle part où aller ces gens-là. OK, il l'a pas été. Je pensais qu'il l'avait été. Non, ils n'ont pas pu le faire parce que justement, il y a eu un décret de la Cour qui a fait mais il faut qu'il y ait un endroit où aller ces gens-là. Mais ça crée encore de la frustration au niveau de la population parce qu'il y a énormément de choses qui traînent. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis ces gens-là aussi, c'est pas le fun là, d'avoir des gens qui sont installés dans des tentes sur le bord de la route. Qu'est-ce que notre gouvernement fait? Dans les 2 dernières années, la CAQ a permis une augmentation de loyer juste avec le TAL de 4 et de 5,9 % cette année. Le TAL, ça, c'est le tribunal administratif du logement. Le tribunal administratif du logement. Si on combine ça, même pour les gens normaux, en ce moment, il y a une augmentation de 10 % de notre loyer. Juste normal, ça, c'est le minimum accordé par ça. Puis l'IRIS a révélé que la hausse des loyers dépasse l'inflation en ce moment. Absolument. Ce qui est pas normal. T'sais. Puis qui va pas aider à éliminer la pauvreté. Puis pour plusieurs ménages, c'est difficile à combiner ça puis avec la hausse de l'alimentation, puis la hausse du coût de la vie qui est juste comme vraiment difficile à suivre pour la plupart des ménages. France-Hélène Duranceau a sorti son programme de l'habitation récemment. Puis ils vont investir 3,7 milliards de dollars dans les 5 prochaines années pour aider à contrer cette crise du logement. Combien? 3,7 milliards. OK. Ce qui est quand même un montant qui a de l'air intéressant. Mais il faut se demander à quoi ça sert, ce 3,7 milliards. C'est pour... eux autres, dans les dernières années, ont aboli ce qu'on appelait le Axélogie, qui était fait pour faire du logement social et hors marché privé. Pour faire... eux autres, ils ont créé la FAC, qui est le programme d'habitation abordable du Québec. Le mot « abordable », c'est un mot très chargé, parce qu'il n'est pas vraiment défini par la loi.
Puis moi, je me suis dit, on va juste utiliser les chiffres. À Montréal, un loyer abordable pour un studio, c'est 817 $ par mois. Un studio, une pièce. Une pièce. Un chèque d'aide sociale, c'est 864 $ par mois. Fait qu'au bas mot, il vous reste 50$ pour vous nourrir, puis vous habiller, puis peut-être vous transporter. Ce qui est... En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça pour 50$ par mois, moi, je lève mon chapeau. Et c'est selon eux aussi, le loyer abordable, c'est de 1062 $ pour un 4,5. Fait que moi, je trouve que c'est déjà trop. Mais c'est ça qu'on subventionne en ce moment avec le gouvernement. La grosse nouveauté que Mme Duranceau a amenée en ce moment, c'est qu'ils ont créé un deuxième palier de loyer abordable. On se dit, c'est le fun, on va peut-être avoir du loyer abordable pour les gens qui en ont besoin. Mais c'est du loyer abordable intermédiaire. Donc, au lieu d'être un loyer abordable qui est à 100% de ce que la société d'habitation voudrait calculer, c'est 150% du loyer abordable. Donc, pour votre studio à Montréal, vous pouvez maintenant, pour des loyers subventionnés, donc ça va être des constructions subventionnées par l'État, qui vont être, c'est fait pour aider les gens dans le besoin. Votre studio est maintenant à 1225 $ par mois. Mais à qui ça s'adresse? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse pas à des pauvres. Ah non, ça c'est sûr. Non, c'est clair. L'orientation, là, c'est vraiment classe moyenne a de la difficulté à trouver un logement. C'est ça que ça veut dire, là. Exact. Et là, donc, la pauvreté, ben ça, on en reparlera une autre fois. Puis les gens qui votent sont dans la classe moyenne, donc c'est à eux que ça s'adresse. Mais c'est fou pareil, là. Donc, on va subventionner... En fait, c'est 3,7 milliards de dollars en ce moment qu'ils vont être investis en logement, va être donné à des compagnies pour pouvoir faire du loyer que pour, mettons, un 4,5 à Montréal. Ça serait 1583 $ par mois pour le loyer abordable intermédiaire. Si on prend on fait un petit trick de 3, que ça devrait être 30% de ton revenu pour te loger, ça revient à 50... vous devriez avoir un salaire de 5 277 $ par mois pour avoir un loyer subventionné par l'État. Donc, un loyer pour un salaire annuel de 63 324 $ pour être dans un loyer subventionné. Moi, je fais comme un appel un peu... je pense que les chiffres font pas de sens. La CAQ est un gouvernement qui s'est dit qu'il était pour créer... qui était pour essayer d'aider à cette crise-là. Mais en ce moment, ils sont beaucoup plus à essayer d'aider leurs amis à la Corpic, l'Association des propriétaires du Québec, vraiment les locataires dans le besoin. Mais ça, c'est un parti au pouvoir qui ne reconnaissait pas la crise du logement il y a 1 an et demi. Là. Non, mais maintenant, ils n'ont plus vraiment le choix à cause, justement, de ces pauvres tantes qui ne cessent de pousser autour de nous pour nous rappeler qu'il y a un problème. Puis parce que ça a gagné aussi les régions, si je peux me permettre. Absolument. Parce que si c'était qu'un problème montréalais, la CAQ n'a pas tellement d'emprise sur Montréal. Mais là, quand c'est rendu à Rimouski, quand c'est rendu à Trois-Rivières, là, ça commence à compter. Puis moi, je voudrais citer Virginie Dufour, qui est la députée d'Émile-Île, puis qui est porte-parole de l'opposition, qui dit « Nulle part dans le programme d'habitation caquiste, on ne mentionne le mot social. Au diable les plus démunis. Alors que nous sommes à la recherche de solutions pour contrer la crise du logement et sortir des ménages de la pauvreté, la ministre crée de nouveaux logements inabordables. En effet, ce programme de logement abordable intermédiaire financera des logements dont le loyer pourra atteindre jusqu'à 150 % du loyer maximal établi par la Société d'habitation du Québec. Avec cette proposition, on s'éloigne drôlement de l'abordabilité. Bien beau se targuer que l'on crée de nouveaux logements, mais encore faut-il qu'ils répondent aux besoins réels de la population. Oui, tout à fait. Alors donc, on voit où sont les ordres de priorité de ce gouvernement, Michel? Bien, aussi, c'est parce qu'on parle du gouvernement provincial, c'est très bien, mais il ne faut jamais oublier que c'est le gouvernement fédéral qui, en 1993, si je ne me trompe pas, a annulé son programme de logement social qui fonctionnait jusque-là très bien. Ah oui, 25 ans, pas de financement. 25 ans sans financement. Bon, maintenant, il y a de nouveau du financement, mais je ne sais pas encore de quelle nature. Puis l'autre truc que j'aimerais ajouter là-dessus, moi, ce qui me scandalise, c'est, par exemple, les coopératives d'habitation qui sont en soi, je pense, une bonne idée. Bon, il y a des gens à qui ça ne convient pas, mais il y a des gens à qui ça convient. Mais c'est tellement long d'implanter une coopérative d'habitation, tellement compliqué, tellement...
sinueux, labyrinthique comme trajectoire. Ne serait-ce que ça, faciliter la création de coopératives d'habitation, mais il me semble que ça servirait aussi des gens qui sont dans le besoin. Je lève mon chapeau à Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui a énormément d'initiatives innovantes en matière d'habitation. On en a parlé ici, d'ailleurs. On a fait une émission spéciale là-dessus. Ah oui, OK. Oui, j'ai manqué ça. Mais même, dans le fond, ils veulent tout reconstruire sur le bord de l'eau puis créer un... Ils vont investir, ils vont mettre 20 de logements hors marché privé à travers la construction neuve. Ils créent aussi des systèmes de cohabitation avec les centres de jour et les citoyens. Puis moi, je voulais finir là-dessus pour dire qu'à Longueuil, en ce moment, je pense vraiment que les maires pourraient regarder du côté de Catherine Fournier pour des idées parce que je trouve qu'elle est dynamique puis c'est quelqu'un qui amène des vraies solutions pour essayer de sortir des logements du marché privé. Parce que c'est la seule façon qu'on peut réussir à aider les gens. C'est la solution pour sortir des logements du marché. Moi, j'avais déjà dit à un autre micro qu'il fallait socialiser davantage l'offre de logement, puis mon ami Christian Dufour m'avait traité de léniniste. Bon, j'avais dit à Dufour, écoute, par chance, il n'y a plus personne qui sait qui est Lénine. Mais blague à part, sérieusement, socialiser... Est-ce que tu me permets de me faire une petite promotion personnelle sur mon ancienne vie, parce que je pense que c'est encore disponible sur Internet. Allez voir la série que j'ai faite sur les villes inabordables, et particulièrement le modèle de logement social et coopératif à Vienne, en Autriche. C'est fascinant et fabuleux. Tout à fait. 2/3 des gens ont accès à ça, des habitants. Non, puis on va se le dire, là, si tu ne socialises pas davantage, on est en bas de 5 % au Québec. Donc, c'est un marché qui est privé, puis qui est considéré encore aujourd'hui comme une occasion d'affaires. Évidemment, on n'a rien contre le propriétaire du duplex qui a 2-3 locataires, puis qui traite son monde correctement, puis c'est pas ça le débat. Mais quand tu regardes ici à Longueuil, tu as raison de saluer les initiatives de la ville, mais tu as juste à aller un peu plus vers Saint-Hubert, la Place des Ormeaux et compagnie. L'année passée, les gens des groupes communautaires nous disaient que tous ceux et celles qui sont rentrés à peu près par le chemin Roxham avant de le fermer, ils sont à 4-5 familles dans des logements insalubres qui appartiennent à des compagnies à numéros, là. Puis tu loues un 4,5 puis un 5,5, 1500, 1800 par mois. Donc ça, c'est une honte et c'est pas le gouvernement de la CAQ qui va changer ça. Ben non, surtout pas quand en ce moment, je trouve que 3,7 milliards de dollars, c'est beaucoup de sous. Mais il faut regarder comment c'est investi puis pourquoi. Il y a une question, dans le logement, il y a vraiment quelque chose qui part de l'éthique. Puis eux autres, ils veulent rebalancer le marché au pouvoir des propriétaires. Puis France-Hélène Duranceau, ça ne l'est jamais caché. Elle n'a pas écouté votre documentaire, ma cité Vincé? Oui, elle l'a vu. Puis? Ben, elle l'a vu, mais elle n'avait pas le choix parce que tout le monde l'avait vu à la Chambre des communes. Ça ne l'a pas marqué à l'Assemblée nationale. La Chambre des communes, c'était à Ottawa. À l'Assemblée nationale. Ah, excuse-moi, à l'Assemblée nationale. Merci, Laurence, infiniment pour cette la chronique. La Chambre des communes devrait le voir aussi. On a essayé. Oui, bon. Alors, merci infiniment, Laurence Turcotte-Fraser. On va te réinviter avec nous cet automne. Ça va à faire Franchement, plaisir. les tourneaux. Et après la pause, Sylvain Ménard nous parle de Plume, Pierrot et moi. Hey boy, je vois la face à ma mère quand j'ai amené l'album Pomme de route à la maison. Elle trouvait donc ça épouvantable. Hein, tu sais, puis Sylvain Ménard, bonjour. Mes hommages, salut tout le monde. Ouais, merci d'être là, Sylvain. On a décidé de finir ça cette année. Lecture d'été. Ben oui, lecture d'été, puis léger. Parler de Plume la Traverse. Plume, d'ailleurs, qui fait une tournée. C'est pas annoncé comme une tournée d'adieu, mais ça commence à ressembler à ça à l'automne. Rendu à son âge, 78, on 79. n'est pas prendre de chance. Puis à part de ça, Plume étant Plume, il peut décider d'arrêter, lui, comme ça. Oui, absolument. D'ailleurs, il a pas mal toujours fait à sa tête comme ça. Puis ça continue. Il est en parfaite correspondance avec ce qu'il a toujours été. Mais ce livre-là, c'est pas de Plume, c'est de Pierre Landry, le Doc Landry, compagnon d'armes de Plume. Du temps de la Sainte Trinité, on remonte fin des années 60, début des années 70. La Sainte Trinité, c'était qui? C'était Plume Latraverse, bien entendu. C'était Michel Latraverse. OK, on va s'entendre. On va leur donner leur vrai nom une fois pendant la chronique. Donc, c'est Michel Latraverse, c'est Pierre Landry et c'est aussi Pierre Léger. Qui, bon, après ça, tout ce beau monde-là s'est appelé Plume Latraverse, Pierre le Doc Landry et puis Pierrot le Fou Léger. Je vais revenir sur les personnages un peu plus tard, mais on est dans le Québec des années 60, début des années 60. 1963 au Québec, les premières bombes du FLQ pètent. C'est comme, si tu veux, c'est comme une alarme. C'est une alerte qui est lancée à tout le monde. Et à ce moment-là, il y a aussi un Montréal qui
se relève des années 50, qui, bon, on parle souvent de la grande noirceur, ces affaires-là, mais effectivement, il y a quelque chose d'assez fébrile. Et dans le temps, plutôt que de se jaser par Messenger et sur Facebook, on faisait quoi? On allait dans des cafés, puis on jasait. Ce qui fait qu'on se retrouvait à la Hutte Suisse ou dans ces espèces de restos-bars-là avec des filets de pêche au plafond. Et ça jasait, et ça jasait. T'as-tu connu ça, toi, Sylvain? Non, quand même pas. Non. OK, je te parle du FLQ 63. Moi, j'avais 1 an et demi à ce moment-là. Ben oui, je sais bien. Bon, c'est ça. J'ai pas posé des bombes. Les années de FLQ. 70, non. Ouais. C'est ça. Non, mais il y avait quand même quelque chose d'effervescent à Montréal. Et Montréal a toujours été une scène où ça brassait. Peut-être pas toujours de la meilleure des manières, mais ça brassait. Et c'était aussi un endroit où de plus en plus des gens des régions venaient s'établir à Montréal. Ce qui fait que Pierre Landry, le Doc Landry lui-même, c'est un gars du Saguenay qui est arrivé à Montréal, lui, comme il le dit lui-même, au pied du pont Jacques-Cartier avec 50$ dans mes poches et une valise. D'ailleurs, ça, c'est assez bizarre. Les parents de Pierre Landry avaient des grosses ambitions pour leur fils. Et puis, ils voyaient que ça ne marchait pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, le dernier Noël qu'il a passé en famille, son père lui a donné 50$ et sa mère lui a donné une valise. Il a comme compris le message. Je sais pas, hein? Fait OK, donc eux autres, avant de se retrouver à la cabane des pêcheurs, avant de se trouver à la cabane des pêcheurs, ils se connaissent à Montréal. Puis ça, c'était une affaire... Ben non, ils se connaissent pas à Montréal. OK. Plume a ses habitudes à Percé depuis 1964, où il va passer l'été, là, mais c'est comme un lieu de rassemblement pour les beatniks de l'époque. Percé, il n'y a personne qui va là. Pourquoi? Parce que justement... C'est loin. Ben oui, puis c'est une population qui est pas très, très fortunée, ce qui fait que les gens ont tendance à s'en tenir loin. Il y a des belles plages, mais c'est fait pour des pêcheurs, puis ramassez-vous avec le homard, puis ça finit là. Mais Plume et certains beatniks, à partir de 1964, se ramassent là. Pierre Landry, lui, c'est en 66 qu'il arrive là, et c'est là qu'il fait la rencontre de Michel Latraverse, qui s'appelle Plume depuis 1964, parce qu'il y a des débuts d'études dans les arts graphiques, ces affaires-là. Mais Plume, c'est un drop-out, qu'on se le dise. À ce moment-là, il apprend à jouer de la guitare tout seul, il commence à composer des chansons un peu grivoises sur les bars, mais c'est pas le Plume. C'est déjà le Plume que l'on allait connaître, mais c'est pas encore le Plume que l'on a connu. Il n'a pas fait de disque encore. Oh non, on est loin d'être là. Ce qui fait que 1966, il y a de plus en plus de beatniks qui se retrouvent sur la plage à Percé, et à chaque été, c'est comme un rituel. Et puis, pour la population là-bas, c'est le fun parce que c'est des jeunes qui font pas trop de troubles et qui viennent vivre là le temps d'un été avec une couple de pièces par jour. C'est en masse. Il y a d'ailleurs des petites cabanes, l'équivalent des cabanes à jardin qui se louent là-bas pour 1 pièce par jour. Oui? Oui, quand même. Donc, ça laisse quand même assez d'argent dans le fond de sa poche pour aller prendre une coupe de bière au bar. Donc, Landry raconte tout ça, là. Bon, c'est ça. Et c'est là que ça se retrouve. C'est là aussi où ils sont témoins de l'été 1969. C'est quoi l'été 1969? C'est pas juste Woodstock, c'est aussi la Maison du Pêcheur. Et c'est là que la ville de Percé, qui était la ville haute pour des cools qui venaient faire leur tour, ben là, subitement, ils commencent à avoir un petit peu de misère avec la population qui arrive d'ailleurs. Les frères Rose, Francis Simard, qui s'occupent de la Maison du Pêcheur. Intervention de la police, et là, ça tape, mais pas à peu près. Ça matraque. Il y a un film québécois là-dessus. Oui. C'est pas Félix qui a Les fait Roses. ça? Non, Ouais, c'est pas les Roses. le film La Maison du Pêcheur aussi, de Chartrand. Oui, Ça, c'est en 2000. Alain Chartrand. Alain Chartrand, oui. Le fils de Michel. Oui, c'est ça. Ce qui fait que tu as la Maison du Pêcheur, et à ce moment-là, Plume et Landry, qui ne sont pas nécessairement des politisés, eux autres sont quand même témoins de la force de frappe de la police. Et c'est après ça, l'été suivant, où Pierrot Léger, qui fut, au début des années 60, le secrétaire de Paul Gérin-Lajoie, qui fut candidat aux élections fédérales pour le Parti libéral en 62. Oh oui, c'est un monsieur, lui, là, qui fait partie du Conseil national du RN, mais qu'à un moment donné, le top lève et il devient Pierrot le Fou Léger. Puis il s'est mis à chanter tout nu chez Dieu, là, après. Il se met à chanter tout nu chez Dieu. Il donne des shows. D'ailleurs, c'est là que la Sainte Trinité commence à percer. Il jouait de la flûte, lui, je pense. Non, ça, c'est Landry qui jouait de la flûte. Okay. Mais les shows se donnent là-bas, dans des espèces de petits bars avec un bol de toilette en avant
au devant de la scène. Et puis, ils ont des fans, des gens qui sont totalement charmés ou effrayés, un des deux. Et un des fans de la première heure, ça va vous faire rire, Roland Chenaille, il était le comédien qui jouait M. Beaulieu dans Les Bergers. Ah oui, oui. Roland Chenaille est un grand fan de la Sainte Trinité, où c'était vraiment des shows fous comme la merde. Ça avait aucun Roland bon sens. Chenaille, c'est un monsieur qui avait de la classe, Oui, mais lui, il théâtre. Non, il faisait la cuisine pour les boys, puis il les trouvait bien drôles, puis bien fin. Ce qui fait... Comme quoi, des fois, on ne sait pas tout. Ce qui fait que la Sainte Trinité se forme à Percé, s'importe en ville. Et là, c'est la création, si tu veux, du Vieux-Montréal tel qu'on l'a connu par la suite. C'était là que ça se passait dans le Vieux-Montréal. C'est à la place Jacques-Cartier, à l'imprévu. Évidemment, il y avait l'hôtel Nelson en face qui servait à Robert Lemieux dans le temps de la crise d'octobre, d'ailleurs. Mais à l'imprévu, tu avais la salle en bas. Et puis, à un moment donné, en dessous de la salle en bas, comme deuxième sous-sol, il y avait un local vide. Et c'est là que ça devient Chez Dieu. Et Chez Dieu, c'est une aventure qui est très éphémère, mais c'est la résidence de la Sainte Trinité qui, très rapidement, deviendra une Sainte Trinité à deux parce que Pierre Léger s'en va. Il comprend que ça serait mieux de les laisser aller tout seuls, tous les deux. Puis les deux sont très d'accord avec son départ. C'est pour ça que j'avais l'impression, moi, depuis le début, tu m'éclaires, là, Sylvain. J'avais l'impression depuis le début que la Sainte Trinité, c'était un jeu de mots, mais qui était juste deux. Oui, bien c'est ça. Non, ils ont été trois, mais ils ont gardé le nom après le départ. Parce que la pochette du disque, il n'y a que Landry puis Plume. Oui, c'est ça. D'ailleurs, sur les rééditions, c'était Plume et le Doc Landry. Et sur la troisième réédition, c'est Plume la traverse tout court. C'est ça. Mais tout ça pour dire que je ne vous raconterai pas toute l'histoire. Mais la prise de conscience que l'on a en lisant ce livre-là, tu sais, c'est pas Balzac qui a écrit ça, on s'entend là-dessus. D'ailleurs, Pierre Landry a un style plutôt échevelé, mais à quoi pourrions-nous nous attendre de la part d'un membre de la Sainte Trinité? C'est pas Balzac, c'est pas VLB non plus qui l'a écrit. Non. Mais en même temps, c'est raconté avec beaucoup de verve et beaucoup de cœur. Et ça compte. Mais le gros constat que l'on fait dans cette lecture-là, c'est pas mêlant, c'est qu'on parle... on s'en remet souvent à la culture des années 60, des années 70. Or, on devrait s'en remettre à la contre-culture des années 60-70. C'est à partir de là que l'on devient ce que l'on est devenu. Exemple, tu te ramasses Chez Dieu dans le Vieux-Montréal où c'est des shows qui sont complètement déjantés. C'est quoi? C'est de l'humour absurde. L'humour absurde, la Quenouille bleue. La Quenouille bleue, Beau Dommage. Dans Beau Dommage, tu as du monde qui ont travaillé avec Serge Fiori avant, Réal Desrosiers, entre autres. C'est toute cette mouvance-là qui est en train de se développer. C'est un petit monde aussi, là. Oui, c'est un petit monde. Écosystème, on pourrait dire. Tout à fait. Mais souvent, on parle de la culture des années 60. Là, ce petit show, c'était pas de la culture, c'était de la contre-culture. Les Belles-Sœurs, c'était pas de la culture, c'était de la contre-culture. VLB, c'était de la contre-culture. Tout à fait. Mais là, c'est devenu de la culture avec le temps. Mais à l'origine, là, le refus global, on en parle souvent du refus global. Ça s'appelait pas le refus global pour rien. D'ailleurs, Landry, Latraverse et Pierrot Léger, c'est en quelque part des héritiers du refus global pour une raison bien simple. Ils refusent tout. Tout ce qui est conventionnel, l'establishment, eux autres ici, ils tombent en pleine face à la religion, contre les bœufs, évidemment, la police. Oui, bleu comme un char de bœuf, on la chantera pas ici, là. Mais... Et bras gros comme ma cuisse. Oui, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que ce livre-là est intéressant. Pour ça, surtout, c'est une remise en contexte. Ce n'est pas qu'un Polaroid, c'est un album photo complet de ce que c'était à ce moment-là. Je te pose une question vite, mais je connais pas mal la réponse. Plume n'a pas autorisé ça, là. Oui, mais c'est là ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas contre et ils se connaissent encore très bien. Je pense pas qu'ils se fréquentent, mais je pense pas que Plume soit un grand fréquenteux en général. Non. Mais non, je pense qu'un n'a rien contre l'autre. Non, bien, mais je te posais la question. Non, ça n'a pas fini dans le chicane des affaires-là. Sauf qu'il y a le chapitre à la fin où Pierre Landry raconte le matin où Plume va s'asseoir avec parce qu'ils sont colocs dans un logement miteux. C'est bien beau, la liberté artistique. De la rue Mentana, là, genre? C'est dans ce coin-là. Mais ils sont dans un logement vraiment miteux. Puis ce que je voulais dire, c'est que c'est bien beau, la vie d'artiste puis tout ça, il y a un prix à payer là-dessus, hein. Il mange de la canne de soupe régulièrement et il n'y a rien de glorieux là-dedans. Mais Plume va s'asseoir avec à un moment donné et il y a une fille qui était venue s'installer avec eux autres dans un logement qui partageait jusque-là à deux. C'est la blonde de Plume. Puis à un moment donné, Plume, il va voir Landry, il dit « je pense qu'on va splitter, je vais rester avec ma blonde. » Voilà. C'est comme ça que les grandes histoires peuvent finir, hein?
Plume a eu beaucoup d'associations dans sa vie, mais ce qui est fascinant avec La Traverse, c'est que, mine de rien, il a roulé sa bosse toute sa vie. On va en parler peut-être cet automne parce que, comme je le mentionnais tantôt, il va être au Théâtre de la Ville au mois de novembre. On va aller le voir d'ailleurs. Là, j'ai déjà prévu la chose. Mais je recommande ce livre-là. Absolument. C'est aux éditions du Septentrion en passant. Je veux le dire, c'est une maison d'édition qui souvent prend des chances avec des projets comme ça. Il faut les encourager. C'est bien important. Merci, Sylvain Ménard. Passe un bel été. Merci à vous. Merci à tout le monde. Ben oui, Laurence, merci infiniment. Ça fait plaisir. Bon été, Michel Labrec. Oui. On se retrouve à l'automne. Ben oui, Trump bon va être été encore tout le là, monde. malheureusement. Fait que... Puis aujourd'hui, est-ce que la contre-culture, c'est pas la droite? Je vous laisse sur cette question foudroyante. Prochain épisode, début octobre, Est-ce que je peux être invité cette fois-là? On prendra ça début octobre parce que je mets ça à pause pour les 3 prochains mois. Merci infiniment à tout le monde, au public. Merci Jean-Yves Lemay de nous avoir accompagnés toute la saison. Et je vous laisse d'ailleurs en bonne compagnie avec Jean-Yves. À la prochaine.